Le cannibalisme ou crime rituel est revenu au galop au Gabon. Au départ, tout était silencieux. Il y a eu des tapages médiatiques, il y a eu également des presses à scandale. En fait, je me rappelle dans le Volontem, je crois, il y a eu un cas comme ça, voilà, donc un cas comme ça. Et puis, finalement, les journaux ont fait état des faits. Fort malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il y a des cas qui n'ont pas... on n'a pas eu de suivi et les résultats sont restés pour certains cas inconnus. Vers la fin des années 70, la société gabonaise a connu des frayeurs avec l'affaire du tristement célèbre prisonnier Mbantem, ou le mangeur d'hommes. Donc le phénomène n'est pas très nouveau. Les crimes rituels au Gabon, c'est un phénomène historique. Et c'est un phénomène qui ne date pas d'hier. On a connu avec nos parents dans le passé, nos ancêtres. Et d'ailleurs, quand on parle des crimes rituels, c'est vrai, tantôt on a l'impression que ce sont des choses que nous avons connues que maintenant là, alors que ça date depuis des années. De nos jours, sa montée connaît un peu des... disons que aujourd'hui, sa montée est excessive. On voit un peu ce que les services judiciaires, les résultats, disons, des enquêtes ont donné, surtout ces 10 dernières années. On a constaté que les commanditaires étaient forcément, disons, en complicité avec les parents. Donc, soit c'était un ami, c'était un enfant, un frère, une sœur, et c'est quelque chose en fait qui ne date pas d'aujourd'hui. Dans le cadre purement humain, ça a toujours fait partie de l'humanité, de cette pulsion de mort qu'on a, qui est en même temps en conflit avec la pulsion de procréer, de donner la vie. Autant on a cette capacité de se sentir tout puissant ou en pouvoir dominant. Le pouvoir extrême, c'est celui d'avoir un droit de vie ou de mort sur l'autre. Donc je dirais, en termes généraux, ça a toujours fait partie de l'humanité. En tant que conquérant, on conquiert le terrain en tant que tel. C'est aussi conquérir tout ce qui va avec, les femmes, la vie des autres, ce qui rend l'autre plus puissant, surpuissant. Il ne se passe pas un jour sur l'ensemble du territoire national où l'on ne signale la découverte de corps d'hommes délestés de leurs organes génitaux. Je me suis rendu au bâtiment du fond. En fermant, quand je me retourne, je vois quelque chose qui flotte. Je dis, ah, ça c'est quoi? Je dis, mais plutôt c'est pas un chien, puisque je vois une culotte là où j'ai dit non, il vaut mieux aller alerter mon patron et mes collègues. Comme ça, aussitôt, je suis allé les voir, j'ai dit, ah, dans le lac là-bas, il y a quelque chose qui flotte. Sûrement que c'est un corps. Ils m'ont dit, oh, c'est vrai. J'ai dit, oui, mais c'est vrai, c'est comme ça. On est venu, justement, à ce niveau, on a commencé à regarder. C'était le corps. Il y a aussi mes collègues qui étaient là, plus même le commandant de la brigade de gendarmerie. C'est celui qui est ordonné, parce que le sapeur-pompier était déjà là. C'est là d'où ils ont dit, non, il ne peut pas prendre le corps. Sans pourtant que les parents ne sont pas là. Ils sont répartis sur
là qui ont dit mais on ne peut pas quand même regarder le corps comme ça. Il a pas à rester là, ça reste dormir. Donc tant mieux d'abord de sortir ça de l'eau pour voir un peu le visage. Des personnes suspectées souvent nient les faits. Les témoignages sont quelquefois incohérents face à la justice populaire ou institutionnelle. Moi, sinon, à la maison, je n'ai rien à faire. Je voudrais seulement prier que l'enfant revienne à la vie. C'est ce que je dis. Tous les jours, là où je suis là, tous mes idées sont là. Si la vampire est avec moi, je parle que la vampire, même si vous êtes dans le WC, même si vous êtes partout, laissez le corps de l'enfant. Donc c'est lui qui ne veut pas, c'est ton ami qui ne veut pas que vous vous concentrez. Mon ami, c'est mon oncle, mais moi je ne connais pas ce qu'il fait. Ça, c'est ton neveu, hein? Oui, ça, je ne connais pas. Mais tu as dit qu'on te laisse que tu ailles d'abord dans la maison. Tu veux qu'on te laisse que vous allez d'abord dans la maison? Ou bien, comme tu as dit que même dans le WC, même ici, là, vous pouvez rendre l'enfant, non? Non, je dis que même Mbumba dans le WC, Seigneur Jésus-Christ, prenez-vous. C'est ce que je prie. Moi, je prie Dieu que l'enfant revienne à la vie. Hein? Ça, c'est une façon de me condamner dans les affaires utiles. On va lui damer. Le père, la mère, les hommes, les ça vous ça comme on ne pas. Ça vous ça comme on. Hein? Viens là. Je vais le prélever. Le sabous, car on a banné au salon Bakaka. En tout cas, Moutona va pouvoir le soutien. Ça, c'est lui à son timon. C'est pas moi. Libérez-les d'abord, s'il vous plaît. Donc c'est lui qui a amené l'enfant. C'est lui qui a amené l'enfant. Nous avons eu recours à l'expertise de médecin qui est arrivé sur le lieu et qui a fait le constat qu'effectivement, l'enfant est décédé. Sauf que pour la famille, cet enfant serait mort des suites des pratiques maléfiques ou de sorcellerie d'un vieux qui n'est autre que le propriétaire du terrain. Bon, alors à partir de cet instant, une enquête devra être forcément ouverte, mais il faudrait que nous ayons des éléments extérieurs qui puissent démontrer qu'il y a eu effectivement pratique de sorcellerie et de charlatanisme. Donc l'enquête devra être axée à ce niveau. Parce que entre ce qui peut être démontré scientifiquement et ce qui ne peut pas l'être, vous comprenez que la compréhension est quelquefois difficile. Certains bourreaux sont même arrêtés avec des glacières étranges remplies d'humains, soigneusement dépiécés. Un fait curieux, aucune prison n'a retenu aussi longtemps ces bouchers d'un genre spécial. Les auteurs sont libérés par un simple coup de fil et continuent tranquillement leur sale besogne. Et les familles des victimes restent affaiblies. Non, j'ai empêché d'abord, là j'ai coupé, parce que c'était un peu long. Il est arrivé. Il y a les parties que je prends, les parties que je prends pas. Je l'ai dit. Quand j'ai un souci ici, avant d'aller voir mes parents, je te vois, c'est parce que c'est toi qui appartient le terrain. La maison que je loue là, c'est pour toi. Si j'ai un problème ici, avant que mes parents arrivent, je dois d'abord te parler parce que c'est pas le secrétaire du terrain. Je suis sortie, j'ai pris le taxi. J'ai demandé 4 sur l'hôpital. Il a klaxonné. Je suis montée. Dans le taxi, j'ai trouvé des messieurs. Et un monsieur est descendu pour me mettre au milieu. Donc je suis seulement montée. Je devais faire la route pour m'emmener chez moi. Il prend la route de l'aéroport. C'est comme ça. Moi, je me disais qu'il allait déposer les messieurs qui étaient dans le taxi que j'ai trouvé. Donc, après un moment, il s'est garé, on était sur la route du Cap, il s'est garé. Le monsieur qui était à ma droite m'a tiré. Pour ça, j'ai tiré ma main et je suis allée du côté du monsieur qui était à ma droite, à ma gauche, en me disant qu'il allait me protéger. Mais lui, malheureusement, il m'a poussé, je suis tombée à terre. Quand je suis tombée, ils m'ont soulevée. J'essayais de me débattre pour qu'ils me laissent. Mais malgré ça, ils ne m'ont pas laissé. Pendant que j'essayais de me débattre, il y a un véhicule, une double cabine blanche, qui s'est arrêté. Un monsieur, il est métis, s'est arrêté et il est descendu de sa voiture. Il nous a seulement regardé. J'essayais de faire les gestes pour qu'il essaye de comprendre que j'étais en danger et qu'il allait venir
à mon secours, mais malgré mes gestes, il n'a pas réagi. Il est monté dans sa voiture, il est retourné. Et je continuais toujours à me débattre. Et à un moment, comme ils ont senti que je me débattais trop, ils m'ont mis à terre, ils m'ont frappé. Donc quand ils m'ont frappé, après ils m'ont soulevé, ils m'ont mené dans une forêt. Là j'ai trouvé des bougies, du sang et une assiette blanche. Ils m'ont demandé de me déshabiller, j'ai essayé, j'ai boudé, ils ont sorti des couteaux. Là j'ai enlevé la chemise et le débardeur, je suis restée avec la jupe du lycée. Et après ils m'ont attaché. Après m'avoir attaché, ils m'ont fait boire un comprimé avec de l'eau. Quand j'ai vu ça, j'ai commencé à voir un peu flou. Après un moment, ils se sont retirés, ils ont laissé un monsieur avec moi. Pendant que j'étais là avec ce monsieur, quand les 3 autres se sont retirés, je pleurais, je me demandais comment maman ou papa allait faire pour me chercher, par où commencer. Il n'allait pas s'imaginer que je suis ici, que j'étais déjà sur la route du Cap. Après un moment, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, j'ai regardé le monsieur qui est resté avec moi. Nos regards se sont croisés et après il est parti retrouver les 3 autres. Après un moment, je voulais me tirer. Quand je me suis tirée, j'ai vu que je pouvais me détacher. Donc j'ai enlevé les cordes. Après j'ai regardé les messieurs, ils m'ont aussi regardé. Donc j'ai fait les mêmes pour faire comme si j'étais toujours attachée. Quand on s'est regardé, c'est ce que j'ai fait. Après ils se sont retournés. Après j'ai eu le temps de porter ma chemise, mon débardeur, d'enlever les chaussures. Et j'ai fui. Et à un moment, ils ont constaté que je n'étais plus là. Ils se sont mis à ma poursuite. Et vers la route, je suis tombée. Ils m'ont presque rattrapée. J'ai continué, je me suis relevée, j'ai pris ma chaussure. Et arrivé à la route, j'ai vu des garçons du lycée que je connaissais bien. Et je suis allée vers eux. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu fais ici? Tu habites derrière l'hôpital Tchengen, mais tu fais quoi ici? Comme ça, j'ai expliqué. Mais après, ces messieurs, ils sont venus vers mes amis. Ils m'ont demandé, au fait, ils disaient que non, moi je devais retourner avec eux. Mes camarades, ils ont dit non, je ne peux pas retourner avec eux. C'est comme ça que l'un de ces messieurs a dit, ceux qui étaient à côté du chauffeur a dit, que si vous voulez encore me voir vendredi ou jusqu'à la fin de l'année ou l'année prochaine, il ne devait pas me laisser marcher seul. Les impunis de la République courent toujours. Les autorités à travers le pays essayent de mettre des barrières. Il est demandé de faire appliquer la loi dans son intégralité. Je ne me mettrai pas devant pour empêcher un agent ou un officier judiciaire de faire son travail dans ce cadre. J'appelle aussi les populations à ne pas entrer dans ce chemin. Dans nos traditions, nous n'avons pas connu ces choses, les crimes dits rituels, ce n'est pas normal. Des crimes de sang gratuits. C'est pour ça que je voudrais, dans cette province de Gouye maritime et particulièrement à Port-Gentil, mettre un accent particulier sur la sécurité des personnes et des biens. Les services de force de l'ordre et la justice sont parfois pointés du doigt par la population. Certains citoyens estiment que les hommes de loi font librement leur travail. Je crois que la justice gabonaise est libre. Elle est libre quand bien même c'est une institution faite par les hommes. Donc à n'importe quel moment, on peut se tromper dans nos enquêtes, on peut même d'ailleurs, personnellement je pense qu'on peut même d'ailleurs avoir des pots de vin. Voilà. Donc la justice gabonaise, elle est libre, elle peut assumer sa responsabilité, mais puisque c'est une institution faite par les hommes, la faille est inévitable. Donc il peut arriver qu'à tort, quelqu'un soit accusé.
Les crimes rituels occupent les conversations des Gabonais, peu importe la classe sociale. Difficile de comprendre les motivations d'un homme animé de tous ses sens à se déshumaniser et se transformer en boucher de la chair humaine. C'est que décrit certains leaders politiques. C'est une plaie. Les crimes rituels sont une plaie, et une plaie de notre société. Moi je dirais que c'est une honte. La preuve, les autorités essayent de demander aux médias de ne pas en parler. Mais il ne faut pas confondre la fièvre et le thermomètre. Hein? Si vous avez 32 degrés de fièvre, vous pouvez casser le thermomètre, ce n'est pas pour ça que vous serez guéri. Donc ce n'est pas en disant aux gens, ne parlez plus de crimes rituels, que les crimes rituels vont disparaître. Au contraire, nous devons lutter, nous devons nous battre, nous devons tous nous mobiliser. Voilà pourquoi l'Union des forces de changement a demandé une marche pour aller vers le Premier ministre et lui demander quelles sont les dispositions que le gouvernement compte prendre. Tout dernièrement, vous l'avez suivi sûrement sur les médias, l'Union des forces de changement a été reçue par le Premier ministre et pendant plus d'une heure de temps, nous avons passé au crible toutes les possibilités. J'ai dit toujours un exemple qui dérange. J'ai dit, à un moment donné, les crimes tout court avaient pris l'ascenseur dans ce pays. Le président Bongo et le gouvernement de l'époque, on a dit, bon, tous ceux qui se tuent seront tués. Et on a installé Orlando. Je ne demande pas de revenir sur la peine de mort. Mais enfin, j'estime que ce n'est pas normal que les gens délibérément, non seulement se donnent la liberté d'ôter la vie à autrui, et qu'eux ne soient pas punis. Donc, pendant plus de 30 ans, nous avons eu la paix d'Orlando. Si Orlando existait encore, je vous jure que tous ceux qui s'approchent de ce genre de choses le comprendraient. Le problème tel qu'il se pose aujourd'hui, il y en a qui ont voulu perdre du temps sur des questions de sémantique, crime rituel, crime de sang. La définition que le peuple tout seul a donnée, un crime rituel, c'est lorsque on prélève sur la victime certaines parties de son corps pour un usage inavoué et criminel. Donc, les crimes rituels, c'est les crimes sur lesquels, sur la victime, on a prélevé une partie de son corps. Bon, les crimes de sang, bah d'abord, tout crime, quand il y a mort d'homme, très souvent, ce sont des crimes de sang. Que ce soit avec une arme blanche ou avec une arme à feu, c'est des crimes de sang. On n'a jamais vu autant de crimes rituels en si peu de temps. Et là également, il n'y a pas de sanction. On joue avec les mots. On nous dit, mais non, ce n'est pas des crimes rituels, c'est des crimes de sang. Comme si les crimes de sang étaient moins graves. Alors je crois que cette cécité-là n'est pas une bonne chose. La mutilation des corps humains crée une réelle insécurité. Certains propriétaires des véhicules aux vitres fumées sont regardés du coin de l'œil. La population a dû et devra constater, c'est que les véhicules qui ont été interpellés sont des véhicules qui ont des vitres dites fumées. Et cette opération a été initiée par monsieur le procureur de la République sur la base justement des textes existants dans notre pays, notamment l'arrêté numéro 1/MTMM/DT du 25 janvier 1982, en son article 1er, dont je donne le contenu ici. Il nous enseigne, cet article, que l'usage de tout film, substance ou produit coloré ayant pour effet d'obscurcir ou accentuer la coloration des vitres d'un véhicule automobile, entendons par là pare-brise, glace latérale, lunettes arrière, en réduisant la visibilité tant de l'intérieur vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'intérieur est interdit. Donc, vous comprenez aisément que les véhicules aux vitres fumées sont interdits de circulation sur le territoire national. Et le texte, l'article 2, nous renvoie au texte de répression qui n'est autre que l'article R224 du Code de la route. Mais quand on lit cet article, en réalité, il s'agit de contraventions de 3e catégorie. Mais aujourd'hui, depuis la loi numéro 3/2006, complétant les dispositions de l'ordonnance numéro 30/69 du 11 avril 1969,
relative à la police de circulation routière, dite code de la route, toutes ces infractions qui sont en réalité des contraventions ont été érigées en délit. Les crimes rituels sont perpétrés à des fins fétichistes. À but fétichiste, oui, parce qu'on ne peut pas ôter la vie d'une personne comme ça par plaisir si on ne gagne rien en échange. Alors, on en a d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, on continue de découvrir des cadavres humains mutilés, des organes enlevés, et justement c'est parce que on veut soit bénéficier d'une notoriété dans la société, quand on vise une nomination, voilà, et effectivement, je confirme que c'est à des fins fétichistes que ces pratiques horribles sont faites dans notre société. Les crimes rituels, c'est pas bon. Déjà, quand on parle crime, ça va déjà dans le sens négatif de la chose. L'homme ne devrait pas appeler à supprimer la vie de l'autre. Il est écrit que l'homme ne doit pas ôter la vie à l'autre. Donc ceux qui font ce genre de pratiques devraient subir le courroux de la justice. Je dirais que dans le fétichisme en tant que tel, qui est celui de donner une puissance magique à des choses matérielles, donc octroyer à des objets non vivants une certaine forme de puissance. Je pense que le fait d'ôter la vie à quelqu'un, symboliquement, peut être le signe d'une représentation du pouvoir et donc être perverti et tordu dans une forme de ritualisation qui quelque part se joue surtout sur une question de dominance et de puissance. Comme citoyens, nous avons à connaître les lois et règlements qui régissent une communauté et que le respect mutuel fait en sorte que l'on puisse vivre en bonne entente. Et deux problèmes majeurs, spécialement l'insécurité et les crimes qui sévissent. Pour rappeler l'attention, nous pouvons tout faire, mais Dieu est quand même là avec nous. Il est au début, il est à la fin, il faudrait que l'on en tienne compte et que nous, comme communauté religieuse, puissions aussi œuvrer dans le domaine qui est le nôtre pour qu'il y ait la justice, la paix, la stabilité. La société se lève contre le cannibalisme qui vise la confiscation et la gestion de toute sphère d'influence, qui a finalement facilité l'introduction des pratiques fétichistes avec le sang de l'autre. J'ai pour habitude de dire Gabonais nous sommes, Gabonais nous resterons. Pensons à notre pays, pensons à notre jeunesse. Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe, il dit amusez-vous, mais le jour où il voudra aussi nous sanctionner, il le fera. Bienvenue à vous, Gormini.